Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité. L'ANA, c'est la nouvelle dénomination de la SICOGI. L'Agence nationale de l'habitat est une entreprise technique chargée de promouvoir l'accès du logement pour tous. C'est ce qui ressort du Conseil des ministres de ce mercredi qui a pris plusieurs autres mesures. Les plateformes de commande de véhicules, les engins à 2 et 3 roues doivent désormais avoir des titres de transport public pour exercer le métier. Le gouvernement continue les discussions. Les acteurs politiques attendus demain jeudi 16 décembre à la primature au plateau pour un dialogue politique. La classe politique dans son ensemble autour du Premier ministre Patrick Tachi va évoquer plusieurs questions pour maintenir la cohésion sociale et la paix dans le pays. Le cinquième général de la population et de l'habitat a pris fin hier. Les résultats provisoires prévus à fin janvier 2022, une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée. Après la phase de collecte, la ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, fait le point à la presse. Et puis, nouveau rebondissement en Afrique du Sud dans l'affaire Jacob Zuma. La haute cour de la province de Gauteng a décidé d'annuler la décision de liberté conditionnelle pour raison médicale. Les avocats de l'ex-dirigeant ont jeté appel, suspendant ainsi l'ordre de retour en prison de l'ancien président. Un conseil des ministres tenu ce mercredi au palais de la présidence. Plusieurs projets de loi et décrets ont été signés. Le secteur du logement sera redynamisé. Tous ceux qui sont dans l'informel au niveau du transport public sont appelés à se conformer à des dispositions légales. Le point de cette rencontre présidée par le chef de l'État avec Viviane Aimé. 3 projets de loi pour le secteur de la justice et des droits de l'homme, plusieurs décrets concernant le domaine de la construction et du logement social et la réglementation des transports publics. Tels sont les grands axes du Conseil des ministres de ce mercredi 15 décembre sous la présidence du président de la République, Alassane Ouattara. S'agissant du secteur de la justice et des droits de l'homme, 2 projets de loi organiques concernant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature et l'organisation et le fonctionnement du Conseil constitutionnel. Un projet de loi sur le statut de la magistrature qui confère désormais une indépendance aux magistrats. Ce projet de loi réorganise le statut de la magistrature en vue de garantir un meilleur fonctionnement du pouvoir judiciaire. À cet effet, il opère une recomposition de la commission d'avancement des magistrats et met ainsi fin au pouvoir disciplinaire exercé par le ministre chargé de la Justice à l'égard des magistrats du parquet, au bénéfice du Conseil supérieur de la magistrature, qui devient donc désormais le seul organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet. Concernant le domaine de la construction, le gouvernement se désengage désormais de la construction des logements sociaux. Le Conseil des ministres a décidé la création d'un fonds de garantie du logement social. Le fonds de garantie du logement social est chargé de faciliter les conditions d'accession du crédit acquéreur aux couches sociales les plus défavorisées et de contribuer au financement de toutes les actions favorisant le développement de l'habitat social, ce qui explique donc la dissolution du CTU, le compte des terrains urbains, la dissolution du FSH et la dissolution du CDMH. Par ailleurs, la SICOGI change de dénomination et d'attribution. La transformation de la SICOGI en une société d'État dénommée Agence nationale de l'habitat ou ANA. L'ANA devient juste un instrument technique au sein du secteur de l'habitat, chargé d'assurer notamment la coordination et la supervision des activités de promoteurs immobiliers privés agréés dans le cadre du programme présidentiel en cours. Et la BHCI, la Banque de l'Habitat, est remise à flot. L'État devient l'actionnaire majoritaire de la BHCI. À cet effet, le Conseil a décidé d'orienter la stratégie de la banque désormais sur son cœur de métier initial, à savoir le financement de l'immobilier, en devenant l'instrument privilégié de financement du secteur de l'habitat dans la perspective de la résorption du déficit structurel en logement.
Le Conseil des ministres a décidé de réglementer l'activité des transports publics. Covoiturage, services de transport d'utilité sociale et de voitures de transport avec chauffeur ou VTC, généralement soutenus par un réseau numérique de réservation. Ce décret précise les conditions d'accès à ces différentes activités, ainsi que les modalités de leur exercice en vue d'organiser ce secteur d'activité et de le mettre en cohérence avec la réglementation relative au marché du taxi et au transport public de personnes en général. Un second décret a été adopté et qui, lui, porte sur la réglementation de la circulation des motocyclettes, cycles, cyclomoteurs, tricycles, quadricycles et vélomoteurs à des fins de transport sur les voies routières ouvertes à la circulation publique. Si l'utilisation de ces engins est exclue sur certains axes routiers, notamment les axes routiers interurbains et intercommunaux, leur circulation sur les autres voies routières ouvertes à la circulation publique est assujettie à certaines conditions telles que l'obligation des propriétaires de ces véhicules à se constituer en entreprise, l'obligation d'être inscrits au registre des transporteurs, l'obligation d'avoir les autorisations de transport nécessaires délivrées par le ministère chargé des transports routiers et enfin, l'obligation de doter les moyens de transport concernés et les chauffeurs d'équipements de sécurité appropriés en fonction des cylindrées des différents engins. Ce décret réglemente par la même occasion les activités de livraison à domicile ou dans les bureaux de colis ou de repas prêts à la consommation en vue de sauvegarder la fluidité routière et de résorber donc les accidents de la circulation sur la voie publique liés à ces engins. Le recensement général de la population et de l'habitat a pris fin le 14 décembre à minuit. Prochain Conseil des ministres, le 22 décembre. Et dans l'actualité également, ce soir, tous les partis politiques doivent se retrouver demain à la primature. C'est la reprise du dialogue politique. C'est le Premier ministre Patrick Tachi qui conduit la discussion. Les acteurs de la scène politique vont aborder plusieurs sujets. On se fait une idée avec Alexis Ouedraogo. Il m'a instruit, en ce qui concerne effectivement le dialogue politique mené précédemment par le Premier ministre Amadou Gon puis Ahmed Bakayoko, de reprendre, je dirais, dès décembre, la poursuite de ce dialogue politique. La chose est actée. Ce jeudi 16 décembre à la primature, partis au pouvoir et opposition s'assieront autour de la table pour faire avancer le dialogue politique. Oui, le dialogue politique est annoncé pour reprendre. À ce sujet, des courriers ont été adressés donc, aux différents membres des partis politiques. En termes de modalités, c'est 1+2. Donc, chaque responsable peut se faire accompagner de 2 personnes. Les discussions devraient principalement porter sur les futures élections locales prévues en 2023 et la question de la réforme de la commission électorale indépendante. Et c'est le Premier ministre Patrick Tachi qui ouvre ses travaux. À ses côtés, plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres de la Réconciliation nationale, de l'Intérieur et de la Sécurité, et nouveau à table, celui des affaires politiques. Parfois contesté par l'opposition, voire boycotté, le dialogue politique vise un objectif unique, instaurer un climat sociopolitique toujours plus apaisé. Le médiateur de la République prône aussi un climat social apaisé. Adama Toungara était à Yamoussoukro pour la 2e session du Conseil de médiation, un cadre de partage et de recommandations pour un environnement paisible partout en Côte d'Ivoire. De la capitale politique, le reportage de Kader Sogodogo. Adama Toungara, le médiateur de la République et l'ensemble des médiateurs délégués répartis sur le territoire national tiennent leur réunion de médiature. Un cadre favorable de prise de décision pour faire régner la paix et la cohésion partout où besoin sera. Cette deuxième rencontre semestrielle de 2021 a pour but de faire le point de la médiation à l'intérieur du pays, des rencontres des comités de veille avec les populations et d'essayer d'aplanir toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir avec
les différentes communautés. Les médiateurs délégués travaillent en région et veillent à régler tous les conflits qui existent. La région de Mans a trop souffert de la guerre et les esprits sont à un niveau où ils ne veulent plus d'affrontement. C'est pour cela qu'ils sont disposés à ce que nous puissions engager le dialogue communautaire constructif pour régler tous les problèmes qu'il y a entre les hommes. À Daloa, la particularité, c'est d'abord le problème de foncier qui est récurrent. Et après, dans la zone, c'est aussi le problème de la chefferie. Les chefs qui s'autoproclament. C'est ça qui fait qu'on court toujours. Cette réunion du Conseil de médiation est la dernière de l'année 2021. Elle tient également lieu de bilan. Et c'est aussi l'heure du bilan après la clôture de la phase de collecte des données du RGPH 2021. Le 5e recensement général de la population et de l'habitat a pris fin hier. Les résultats provisoires sur le nombre de la population prévus fin janvier 2022, c'est ce qu'a annoncé la ministre du Plan et du Développement Nialé Kaba au cours d'un point presse. Une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée. Le reportage de Jean Badiadji. Après 2 périodes d'extension, la phase de dénombrement du recensement général de la population et de l'habitat RGPH 2021 vient de prendre fin sur toute l'étendue du territoire national. La ministre du Plan et du Développement, Kaba Nialé, dresse le bilan de la collecte des données. Au total, à la fin de l'exercice de la collecte, étape principale du processus global du recensement, nous estimons que l'ensemble de la population résidente sur tout le territoire national a pu être dénombrée de façon satisfaisante. Conformément aux normes des Nations Unies, les données transmises par les agents recenseurs seront soumises à la phase d'appurement. La publication des chiffres provisoires issus de cette collecte sur le nombre de la population est prévue à fin janvier 2022. Une opération d'évaluation de la couverture et de la qualité des données du dénombrement sera réalisée du 3 janvier au 3 mars 2022 à travers l'enquête post-censitaire qui sera réalisée sur un échantillon prélevé sur l'ensemble des zones de recensement. Dans la période du 14 au 31 décembre 2021, certains ménages ayant reçu la visite des recenseurs pourront compléter le questionnaire. Nous laissons l'opportunité à toute personne non recensée de contacter le BTPR au numéro vert suivant, le 101, pour être prise en compte. Après avoir félicité les partenaires de l'État dans ce processus, la ministre Kaba Nialé s'est engagée à profiter des acquis de l'opération. Les premiers résultats définitifs du recensement général de la population 2021 seront publiés en avril 2022. Une autre date butoir, retenez bien ceci. Après le 31 décembre 2021, l'ancien format des cartes nationales d'identité expire. Le directeur général de l'Office national de l'état civil était l'invité du CICG. Il appelle à se faire identifier. Il s'est aussi prononcé sur la performance de l'outil de production des nouvelles CNI. On le voit avec Logoretti et Moussa Konaté. Les cartes nationales d'identité établies en 2009 expirent le 31 décembre 2021. Elles ne seront plus valables à partir du 1er janvier 2022. Face à la presse, le directeur général de l'ONESI, Office national de l'état civil et de l'identification, réitère son appel aux populations à se faire enrôler. À quelques semaines donc de l'échéance du 31 décembre, je lance un appel à tous les Ivoiriens concernés par le renouvellement des titres de 2009 à venir se faire enrôler dès maintenant dans les centres de l'ONESI pour se faire établir leur carte nationale d'identité. À ce jour, plus de 2 500 000 personnes se sont enrôlées avec 80% de retrait des cartes nationales d'identité confectionnées. L'ONESI continue tout de même de multiplier les actions de facilitation pour encourager à l'enrôlement et au retrait des cartes. Des actions traduites par le rapprochement des sites, la sensibilisation et la réduction des délais de délivrance. Le dispositif technique et opérationnel installé sur l'étendue du territoire national est prêt, est rodé et en mesure d'accueillir les Ivoiriens
et de traiter les demandes de renouvellement dans les délais. Plus qu'une simple carte, la nouvelle carte nationale d'identité est aussi un document de voyage comportant un numéro national d'identification. C'est une carte qui vous sera utile pour les demandes de vos actes administratifs. D'ailleurs, l'administration est en pleine semaine de promotion. Les journées de la fonction publique ont démarré depuis lundi. Plusieurs panélistes, dont le ministre de la Communication, ont donné des réponses sur le rôle du fonctionnaire qui doit s'inscrire dans le service public de qualité. Grâce Kando. 5 panélistes issus de l'administration publique, dont le ministre de la Communication et des Médias et la directrice du Centre d'information et de communication gouvernementale, choisis pour échanger sur le rôle du fonctionnaire dans la promotion d'un service public de qualité. En tant qu'agent de l'État, c'est sa responsabilité première d'incarner les valeurs de la République, à savoir celles liées à la diligence dans le traitement de ses missions, au professionnalisme, à la rigueur, au devoir de réserve, à l'efficacité, à l'efficience, pour aboutir à cette administration dynamique, performante et efficace. Un service public de qualité qui passe par l'amélioration des conditions de travail des fonctionnaires et agents de l'État. Le ministre de la Communication met un point d'honneur sur les progrès réalisés par le gouvernement en matière d'infrastructures. L'État, dans son rôle régalien, a réalisé de nombreuses infrastructures sociales de base. La politique au niveau de l'éducation, près de 300 collèges qui ont été construits, avec près de 100 000 enseignants qui ont été recrutés. Aujourd'hui, nous avons un taux d'électrification qui, en 2019, avoisinait les 80%. Il en est de même pour les questions d'eau. Où nous avons aujourd'hui près de 90% en termes de couverture en eau potable. Tout cela n'est solide que si c'est accompagné par des agents, par des fonctionnaires conscients de leur rôle. Et chacun de ceux-là doivent être des ambassadeurs de ce que l'État fait. Partenariat public-privé, gage de performance de l'administration. Ce thème a été également débattu à la journée de l'ENAC au cours d'un panel animé par le ministère du Budget et du Portefeuille de l'État. Les journées de la fonction publique sont aussi marquées par une série de décorations. En plus des 73 premiers décorés lundi dernier, 149 autres fonctionnaires et agents de l'État ont aussi vu leur mérite récompensé. Ça m'amène à donner des conseils à la jeune génération de vraiment prendre le travail au sérieux et aux étudiants et élèves surtout d'être très assidus au cours. Les congés anticipés, si j'en avais fait, je n'allais pas être présidente de l'université. Aujourd'hui, j'ai une médaille, l'État reconnaît mes mérites. Notons que la cérémonie de décoration se poursuit. À thème, ce sont 500 fonctionnaires et agents de l'État qui sont concernés. Et intéressons-nous à la promotion des petites et moyennes entreprises. Le Club Afrique Développement du groupe Attijari Wafa Bank a organisé une rencontre. C'était autour de la zone de libre-échange continentale. La réflexion portait sur les avantages pour les PME ivoiriennes sur ce marché. Jean-Luc Bangbo. Cette mission du Club Afrique Développement qui s'est tenue à Abidjan s'est plutôt apaisantie sur les retombées et le sort des petites et moyennes entreprises face à l'entrée en vigueur de la ZLECAf, zone de libre-échange économique africaine. C'est un grand marché qui s'ouvre à nos entreprises. Il faut saisir l'opportunité. Bien entendu, en développement, une véritable offre exportable, compétitive, de qualité, made in Côte d'Ivoire. Et sommes-nous suffisamment préparés? Avons-nous tiré les leçons de nos initiatives passées? De quel modèle nous inspirer, voire quel modèle créer? Autant de questions sur lesquelles ont cogité les participants à cette rencontre. Des hommes d'affaires, chefs d'entreprise et experts du commerce international. Le contexte de la pandémie Covid-19 peut certes nous désabuser, tout comme il peut nous renforcer dans cette détermination de consolider les rendez-vous, les corridors d'affaires dans un continent si riche de ses habitants et de ses ressources. Et ce, plus que jamais, dans un temps géopolitique où les grands ensembles régionaux se contractent. La zone de libre-échange économique africaine est entrée en vigueur depuis le 1er janvier dernier. Une révolution dans le monde des échanges commerciaux et qui appelle une mise à niveau du dispositif des PME ivoiriennes. Notre pays l'a si bien compris qu'il s'est engagé à entreprendre des réformes idoines
afin d'accompagner les entreprises ivoiriennes à faire face aux nouveaux défis de la mise en œuvre de la ZLECAf. Pour preuve, aujourd'hui, avec 24%, la Côte d'Ivoire a le taux de commerce intra-africain le plus élevé contre une moyenne générale de 7%. Cette mission du Club Afrique Développement a ainsi été marquée par des rendez-vous d'affaires B2B, mais également des réflexions de haut niveau à travers une série de panels dont les résultats seront compilés et serviront de recommandations pour une mise en œuvre optimale de la ZLECAf. On change de secteur. La semence est à l'origine de 40% de la productivité agricole et doit être mieux appréhendée dans le cadre de la modernisation de l'agriculture ivoirienne. Des experts, chercheurs et partenaires sont en conclave. Ils doivent trouver les moyens pour exploiter au mieux ce sous-secteur. Noël Yagno. La semence, c'est la ressource la plus précieuse de la production. Cette affirmation est assise sur une donnée éloquente. Lorsqu'on prend le rendement d'une culture, la semence compte pour au moins 40% de ce rendement, la productivité. Autre élément confortant l'affirmation, la bonne semence impacte positivement l'utilisation des engrais. Lorsque vous donnez de l'engrais à vos cultures, ça dépend de la semence, ça dépend de la variété. Il y a des variétés qui répondent bien à l'engrais, il y en a qui ne répondent pas bien. C'est comme dans la famille. Il y a des gens qui mangent, ils ne grossissent jamais. Il y en a qui boivent un verre de lait, ils grossissent. Les plantes sont pareilles. L'organisation de ce sous-secteur devient donc une exigence stratégique dans la modernisation de l'agriculture. Notre ministère a pour mission de moderniser l'agriculture, la rendre compétitive, la rendre attrayante et la rendre rentable pour attirer la jeunesse. Pour qu'il en soit ainsi, il faut commencer d'abord par l'exploitation de matériel qui soit performant, que ce soit matériel végétal ou animal, parce que les semences ont un caractère transversal. Le forum, qui est un cadre qui réunit toutes les expertises et toutes les expériences pour fédérer toutes ces intelligences-là et nous permettre d'aboutir à une politique sémencière de laquelle on va décliner une stratégie nationale de développement du secteur sémencier. Pour 48 heures, experts en la matière de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Burkina Faso, partenaires techniques et financiers vont labourer les champs sémenciers de Côte d'Ivoire et des pays participants pour mieux exploiter les potentiels de ce secteur. Commençons par jeter un regard sur le secteur sémencier du Burkina Faso. Premièrement, nous avons une production semencière qui, en moyenne, atteint 20 000 tonnes de semences, toutes cultures confondues. Ensuite, nous avons un secteur semencier bien structuré, au niveau donc, du privé surtout. Donc, nous avons l'Union nationale des producteurs de semences qui compte environ 4 000 membres. Nous avons une association nationale des entreprises privées de semences. Et le Burkina Faso se positionne aujourd'hui comme un pays exportateur de semences. Reste à ensemencer cette expérience après lui avoir injecté une dose locale à la lumière des conclusions de ce forum. En santé, des investissements pour améliorer la qualité des soins et le plateau technique. Le comité de pilotage de la plateforme nationale de coordination du financement de la santé s'est réuni après quelques temps d'interruption de ses activités. Les parties, dont les partenaires financiers, se sont mis d'accord sur le cadre de travail et les résultats attendus. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle salue cette relance des activités. Pierre Dimba exhorte à redoubler d'efforts pour réaliser davantage les engagements. Le ministre-gouverneur du Woroba, Moussa Dosso, a assisté aux États généraux de l'éducation nationale dans son district, un cadre de réflexion sur les problèmes de l'école dans la localité. Un appel lancé contre les congés anticipés. On en parle avec Mama Traoré. 3 jours durant, autorités administratives, sécuritaires et éducatives vont analyser et proposer des remèdes aux maux qui touchent l'éducation dans le district du Woroba. L'enjeu étant de relever le niveau scolaire dans ce district, à l'instar de ce que visent ces États généraux pour l'éducation nationale. Faire une synthèse des 3 régions qui composent le district du Woroba. Et à partir de là, ressortir
les spécificités de ce district et faire des recommandations fortes pour que le décideur puisse prendre des décisions. Parrain de cette cérémonie, le ministre gouverneur du district autonome de Woroba a salué les efforts consentis par le gouvernement en faveur de l'éducation nationale. Moussa Dosso demande aux parents de s'investir davantage dans l'éducation de leurs enfants. Tout système repose sur les hommes. Et pour qu'on aille de l'avant dans les années à venir, il faut qu'ensemble, on s'engage tous à faire de l'enseignement une de nos priorités. Je suis convaincu que ces 3 journées vont nous permettre de faire un état des lieux, un bilan, donc un bon diagnostic en vue des solutions à venir. En marge des États généraux de l'éducation nationale dans le district du Woroba, Moussa Dosso a rencontré les autorités coutumières avant de visiter les différents bâtiments de la ville qui ont besoin d'être réhabilités. On change de localité. La communauté sénoufo du district autonome de Yamoussoukro a désormais un chef. Fatoro Mayo a été installé selon la rigueur et les exigences coutumières. Des élus et cadres des régions du Poro, de la Bagoué et du Tchologo ont pris part à la cérémonie qu'on voit avec Kader Sogodogo. Le Boloy a pris possession de l'esplanade de la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix de Yamoussoukro. Avec lui, de nombreux ressortissants sénoufo. Ce peuple du nord de la Côte d'Ivoire installe son chef de Yamoussoukro. Fatoro Mayo, 78 ans, est installé par des chefs baoulés et sénoufo, avec à leur côté le ministre Souleymane Diarra-Souba et le député maire de Mbengue, Ali Kader Koulibaly. Nous sommes tout simplement à la recherche de l'intégration et nous pensons qu'à Ouangolo-Dougou, il y a la communauté baoulée qui existe à Ouangolo-Dougou. Et si aujourd'hui on décide d'installer un chef central après avoir intronisé 14 chefs départementaux sénoufo et un chef central sénoufo, je crois que c'est la Côte d'Ivoire voulue et souhaitée pour le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara. Ce type de cérémonie, en fait, participe au renforcement de la cohésion. Et le demandons, en tout cas, comme il le faisait déjà hier, de continuer de poursuivre leurs actions de renforcement de la cohésion entre les filles et les fils du Poro vivant en Côte d'Ivoire et également de promouvoir l'entente entre les communautés vivant à Yamoussoukro. Cette cérémonie était placée sous le haut patronage du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, président du conseil régional de Tchologo. Que vaut un rendez-vous culturel sénoufo sans le Boloy? En tout cas, Yamoussoukro a été servi, agréable à écouter et bon à regarder. Pourquoi s'en priver? On part en religion. La paroisse Immaculée Conception de Lokodjoa Tekoubé était en fête à Kandé Marcelin à Dessina. Le 2e prêtre du village a célébré sa messe solennelle. Grâce Kando. Père Marcelin Akandé à Dessina, 2e prêtre du village de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé, célèbre sa messe d'action de grâce. Il a été ordonné prêtre de Jésus-Christ le 9 janvier 2021 à la cathédrale Saint-André de Yopougon par Monseigneur Salomon Lesoutier, ordinaire du lieu. Père Marcelin Akandé à Dessina appartient au diocèse de Yopougon et à la communauté du chemin néo-catéchuménal. Sa messe d'action de grâce était placée sous le parrainage de Olga Clarisse Danhaut, épouse du premier magistrat de la commune d'Atekoubé, Paulin Claude Danhaut. Le nouveau ministre du Christ a été exhorté à prendre à bras le corps son ministère sacerdotal. Le père Marcelin Akandé Adessina est actuellement en mission dans le diocèse de Yamoussoukro. Il exerce en tant que vicaire à la paroisse Notre-Dame de la Visitation. Octobre 2021, qualité de chef de mission diplomatique près la République d'Angola. L'ambassadeur Jean-Marie Sommet a présenté ses lettres de créance le 18 novembre dernier au président de la République, João Lourenço, au palais présidentiel à Luanda. Les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et l'Angola sont établies depuis le 21 août 1981. La balance commerciale est excédentaire pour la Côte d'Ivoire au titre de l'année 2020. Les produits exportés sont multiples, à savoir le bitume, le coton, le caoutchouc et les produits de pêche.
Dans le reste de l'actualité, nouveau rebondissement en Afrique du Sud dans l'affaire Jacob Zuma. L'ancien président sud-africain avait été placé en libération conditionnelle pour raison médicale en septembre dernier, 2 mois après son incarcération pour outrage à la cour. Ce mercredi, la haute cour de la province du Gauteng a décidé d'annuler cette décision. Les avocats de Jacob Zuma ont aussitôt interjeté appel, suspendant ainsi l'ordre de retour en prison. Cette décision ont souligné les avocats dans leur appel constitue, je cite, une punition cruelle et dégradante. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Ce soir, le SAID nous apprend que les rivières les plus profondes coulent toujours dans le plus grand silence.